Bonjour. En décembre 2002, à la suite d'une mobilisation de 4 ans du collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté de son réseau, comme Robin vous le disait, l'Assemblée nationale du Québec adoptait une loi visant à jeter les bases d'un Québec sans pauvreté. Où en sommes-nous 10 ans plus tard? Comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a eu des avancées, notamment du côté de la protection du revenu des familles, et il y a eu des reculs aussi, notamment par des décisions et des omissions qui ont empiré la situation économique réelle des plus pauvres. Et comme on l'a mentionné, entre autres les personnes sans enfants, qui ont pour tout revenu la prestation d'aide sociale minimale. Leur capacité de couvrir leurs besoins de base avec leurs revenus, déjà très en deçà du seuil reconnu, a diminué. 10 ans plus tard, 10 ans après une loi qui engage à tendre vers un Québec sans pauvreté, encore près d'une personne sur 10 a un revenu insuffisant pour couvrir ses besoins de base selon la mesure du panier de consommation. Sur une population de 8 millions de personnes, c'est beaucoup de monde pour une société riche. Et pour les personnes seules, c'est pratiquement une personne sur 4. Il y a eu aussi plusieurs décisions qui ont eu pour effet d'augmenter les écarts de revenus entre plus riches et plus pauvres. Des baisses d'impôts qui ont avantagé les plus fortunés, le recours au principe de l'utilisateur-payeur, qui ont instauré l'idée d'avoir des tarifs fixes là où on contribuait en fonction de son revenu, par exemple dans le domaine de la santé. Il faut dire aussi que la loi est arrivée à un moment où il s'exerçait une pression intense à la reconcentration de la richesse, au Québec comme ailleurs. J'ai mieux compris ça quand j'ai vu cette courbe établie par 2 chercheurs, Atkinson et Piketty. On y voit l'évolution sur un siècle du revenu capté par le millième le plus riche de la population au Canada et aux États-Unis. Comme vous voyez, c'est une courbe en U. Dans les années 1920, ce millième s'accaparait de 6 à 8 % du revenu total. Dans le milieu du 20e siècle, ça a diminué. Pendant une trentaine d'années, il ne prenait plus que 2 à 3 % du revenu, ce qui est quand même beaucoup, compte tenu que dans une répartition tout à fait égale, 1 millième des gens auraient normalement 1 millième des revenus. Puis à partir des années 80, ça a commencé à augmenter de nouveau. La courbe s'arrête, comme vous pouvez voir, aux années 2000, mais tout indique que la pression a été encore plus forte depuis. On peut ajouter à ça la crise financière de 2008, qui a mis des sociétés entières au service de cette reprise de richesse par les plus riches. Dans le fond, on peut dire une chance qu'on a eu la loi. Ça aurait pu être pire. En même temps, c'est questionnant. Comment se fait-il qu'on tolère autant de pression à l'avantage d'une minorité très bien sortie d'affaires, alors qu'une partie importante de nos concitoyennes et concitoyens manque de tout au point de vivre moins longtemps et en moins bonne santé que les autres? On parle ici de différences de 10 à 15 ans d'espérance de vie entre plus pauvres et plus riches dans une même société. C'est beaucoup. Tout ça va complètement à l'envers des valeurs de respect et de soutien mutuel qu'on tente d'inculquer à nos enfants. C'est aussi contraire à l'idéal d'humanité auquel nous appellent les grandes déclarations universelles qui nous rêvent libres et égaux, égales en dignité et en droit. On le sait aussi intuitivement, pour que l'humanité se survive à elle-même, on va avoir un cap à passer au cours du prochain siècle dans notre façon de concevoir notre existence ensemble sur la planète Terre. Lorraine Gay, une militante québécoise à qui j'aimerais rendre hommage ici, et que plusieurs probablement connaissent, répète depuis longtemps que nos cerveaux sont des territoires occupés et qu'une partie de notre travail commence par confronter nos prêts-à-penser. Il faudrait en somme revisiter nos idées reçues sur l'économie pour pouvoir agir plus justement. C'est ce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter avec beaucoup de bonheur au cours des 3 carrefours de savoir qui ont été vécus avec des personnes en situation de pauvreté puis d'autres concitoyens depuis 1998. Il y en a eu 3. J'ai participé à 3 comme ça. Puis j'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques concepts et métaphores qui sont apparus pendant ces moments privilégiés où on a fait rien de moins que de la théorie sociale ensemble. Avec le temps, ces références se sont complétées. Elles offrent un cadre plus ample que le discours économique dominant
pour comprendre les enjeux de justice sociale dans l'actualité et pour prendre du pouvoir sur nos modes de vie individuels et collectifs. En gros, le message qui commence à se dégager, c'est le suivant. Au-delà de notre rapport incontournable à l'argent, c'est tout l'équilibre de la production du doux et du dur qui est à reconsidérer dans nos vies, entre nous, vers un monde sans pauvreté, plus riche pour tout le monde et plus riche de tout son monde. Je vais vous présenter ça comme c'est arrivé. Alors, l'aventure commence en décembre 1997, alors que Bernard Landry, qui est alors ministre des Finances du Québec, se présente au Parlement de la rue, organisé par une large coalition pour réclamer une réforme sur l'aide sociale comme du monde. Il se présente dans la roulotte de gauche, ici. On le met au défi d'entrer en dialogue avec des personnes qui vivent la pauvreté. Et il accepte. On négocie ensuite une série de rencontres entre Scène-Noire et Milliard avec lui puis des fonctionnaires de son ministère. À quelques-uns, on réunit une dizaine de personnes en situation de pauvreté de Québec avec qui on commence une réflexion. Et là, on invite un économiste pour se préparer aux rencontres à venir. Il nous explique qu'une notion centrale en économie, c'est le produit intérieur brut. Le PIB, en somme, c'est le taux d'argent comptabilisable par les revenus ou par les dépenses qui peut être assimilé à la production économique des personnes, des entreprises puis des administrations publiques sur un territoire donné pendant une période de temps donnée. Cette fois-là, un des membres du groupe qui vivait la pauvreté a dit « Là, le PIB, ça ne représente pas toute la richesse. Il y a aussi ce qu'il a appelé la richesse antérieure ou intérieure. Ça serait toutes les ressources, les savoir-faire, les mémoires, les idées qui sont à notre disposition pour notre vie sur la planète. » Puis là, plus tard cette journée-là, il y a une autre personne du groupe qui s'est indignée. En découvrant que son revenu d'aide sociale n'était pas comptabilisé dans le PIB comme un revenu personnel, seulement comme une dépense publique. Elle a dit, c'est donc bien brutal le produit intérieur brut, on devrait inventer le produit intérieur doux. Et là, on l'a pris au mot. On s'est demandé, qu'est-ce que ça serait le produit intérieur doux? Puis là, l'idée qui est venue, c'est, ça serait toute la richesse qui est produite par des personnes sans que ça soit comptabilisé ou que ça passe par l'argent. Par exemple, beaucoup du travail des femmes et des artistes. Les repas qu'on cuisine chez soi, l'écoute des proches, l'entretien de sa maison, les services qu'on rend à son entourage, l'action militante. Puis là, une autre personne a dit, on devrait inventer aussi la dépense intérieure dure. Puis là, on a dit, mais ça serait quoi? Elle a répondu, tout ce qu'on prend dans sa vitalité et son espérance de vie parce qu'il n'y a pas eu d'argent pour en prendre soin. Puis de fait, c'est une dépense de richesse vitale qui est bien réelle, qui n'est jamais comptabilisée dans le calcul du PIB par les dépenses. En fait, cette fois-là, c'est tout un espace de référence nouveau qui s'est ouvert à nous, aux marges de l'économie monétaire et de la définition restreinte habituelle de la richesse. Parler de notre rapport collectif à la richesse, c'est en fait parler de tout ça. De partage en partage, les concepts ont frappé l'imagination. Ils ont pris du service, notamment en France, où un philosophe de l'économie, Patrick Vivray, a intégré en 2001 le concept de produit intérieur doux dans un rapport pour le gouvernement français intitulé « Reconsidérer la richesse ». L'expression a beaucoup circulé ensuite, jusqu'à revenir au Québec, par le théâtre, parmi nous. Les messages se rejoignaient. Patrick montrait que le PIB ne fait pas la différence entre construction et destruction. Il citait le naufrage d'un pétrolier, l'Erika, sur les côtes de Bretagne, qui avait fait augmenter le PIB en raison des coûts que ça avait générés pour réparer les dégâts. En même temps, l'immense travail des bénévoles qui nettoyaient les côtes et les oiseaux pleins de pétrole était resté hors champ. De notre côté, nous, on a apporté, je pense, l'idée que le PIB est également insensible aux inégalités. Pour le PIB, ce qui importe, c'est l'argent qui circule et non pas quoi faire et vers qui, pour quoi faire et vers qui. Ça m'amène au deuxième carrefour de savoir qui se passe en 2003. Et cette fois-là, on s'est intéressé à la couverture des besoins essentiels. Dans les premières rencontres, il y avait plein de références à des images d'échelle sociale, salariale ou autres.
Et ces images-là étaient apparues souvent pour référer à nos différences de moyens pour fonctionner dans la vie. Puis un jour, il y a une personne dans le groupe qui a remarqué que l'image de l'échelle était insuffisante pour bien décrire ce qui se passe en réalité. En fait, elle nous a dit qu'on pourrait plutôt comparer la société à un palier duquel, là, il est pas mal étroit, il est pas mal mince le palier, duquel part 2 escalateurs. À un bout, l'escalateur monte, à l'autre bout, il descend. Vivre la pauvreté, c'est comme se trouver dans l'escalateur qui descend et tenter de monter vers le palier pendant qu'à l'autre bout, d'autres personnes montent facilement parce que l'escalier roulant monte avec elles. Ou plus facilement, à tout le moins. Quelques jours plus tard, on a repris l'image lors d'une rencontre avec des parlementaires. Des personnes en situation de pauvreté leur ont dit en gros ceci. Au lieu de vous acharner à nous faire monter des escaliers qui descendent, occupez-vous donc des escaliers. Voyez-vous, ce qui est merveilleux dans les croisements de savoir, c'est que c'est plus qu'un jeu de mots. L'image nous est restée, en même temps que c'est très agréable de voir le jeu de mots, l'image nous est restée, puis on a commencé à s'en servir pour analyser toutes sortes de situations dans les budgets du Québec. Et on a appris plein de choses. Ce qui m'amène au 3e carrefour de savoir, celui sur la richesse et les inégalités au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est en activité depuis 2010. Et il est venu intégrer les apports des carrefours précédents, cette fois-ci dans différentes activités d'animation. Ces activités-là visent à susciter la réflexion dans la région autour du rapport que les gens entretiennent à la richesse et aux inégalités, avec l'idée que penser autrement peut permettre ensuite d'agir autrement. Alors, le groupe a développé plusieurs outils, dont un outil boussole. Je vais d'ailleurs sortir la mienne. Alors, éventuellement, c'est possible de se les procurer. Alors, un outil boussole, comme ça, qui propose différentes façons de re-questionner le réflexe du tout au PIB. Cet outil rappelle que le produit intérieur brut, c'est un repère comme un aimant, comme le nord magnétique, vers une façon particulière d'aborder la richesse qui fait bien l'affaire des détenteurs de capitaux, mais qui présente toutes sortes de défauts quand on s'intéresse à des questions de justice sociale. Un peu comme le nord magnétique, il faut à tout le moins lui apporter des corrections si on veut s'orienter vers un nord comme du monde. On a également repris plusieurs fois une animation qui est une expérience que vous pourriez faire, qui vise à revoir une journée récente dans le produit intérieur brut, dans le produit intérieur doux et la dépense intérieure dure. Autrement dit, on regarde comment, dans cette journée, on a eu des activités comptabilisables dans le PIB, parce qu'il y a eu un échange d'argent, quelque part. Comment, dans cette même journée, on a pu être dans une production de richesse sans passer par l'argent. Et puis aussi, comment on a pu être mis en situation de prendre sur nous parce qu'une dépense d'argent n'avait pas été faite. Au-delà du PIB, du pays doux et de la dépense intérieure dure, c'est très intéressant, quand on fait cette animation-là, de voir tout d'un coup comment le rapport plus large à l'argent se place, le rapport au doux et le rapport au dur, dans les plus simples gestes du quotidien. Acheter du pain. Quel pain? Faire du covoiturage. Se priver de médicaments parce qu'on est malade à la fin du mois, puis qu'on n'a pas ce qu'il faut pour se les payer, ni l'entourage. On a également proposé nos boussoles lors des écoutes collectives du budget du Québec dans la région. Et ça nous a fait réaliser que les boussoles nous aidaient vraiment beaucoup à mieux comprendre les décisions de finances publiques puis leur impact sur la vie en société. Par exemple, elles ont montré que les 3 derniers budgets du Québec faisaient un tout. Je n'irai pas dans les détails, mais voici ce que ça donne pour ces 3 budgets du ministre Raymond Bachand, qui vont avoir été les 3 derniers budgets de presque 10 ans de gouvernement Charest. Alors, dans le budget de 2010-2011, le ministre est resté dans le PIB, l'an 1. Pour résoudre le déficit public généré pour contrecarrer la crise économique et financière de 2008, il a imposé, a-t-il dit, des efforts aux 3 parties prenantes du PIB. On le comprend quand on voit ce schéma-là. Il dit on impose tant % aux personnes, tant % aux entreprises, puis tant % aux administrations publiques. Mais c'était un discours très fallacieux, car au bout du compte, c'est toujours des personnes qui font les efforts.
hein, soit en perdant un emploi, soit en reprenant les tâches d'un emploi éliminé, soit en perdant des services, soit en payant davantage. Autrement dit, ça ne nous dit pas ce qui a été repoussé dans la dépense intérieure dure et pour qui. La deuxième année, le ministre est sorti de l'univers du PIB pour s'intéresser aux richesses naturelles et humaines à transformer en produit intérieur brut futur, notamment avec le Plan Nord. La question, encore une fois, quand on voit tout ce qu'un gouvernement est prêt à offrir à des entreprises minières et pétrolières qui s'engagent très peu en échange, c'est l'exploitation des richesses, oui, mais au profit de qui? Puis la troisième année, le ministre a reconnu que le PIB n'était pas tout. On s'est dit, oh, il fait un petit bout de chemin. Il a tenté de montrer qu'au-delà des effets purement monétaires, l'approche du gouvernement soutenait un bon niveau de vie, tel que mesuré par l'indice Mieux vivre de l'OCDE, qui ne s'intéresse qu'aux moyennes, et en taisant beaucoup les impacts réels des décisions publiques sur les inégalités. Alors la question reste sur ce qui est recherché. La meilleure qualité de vie de qui? De fait, si on met ces 3 budgets dans les escaliers roulants, on peut apercevoir que les efforts demandés sur 3 ans en éducation, en santé ou au plan des retraites vont avoir touché plus particulièrement les personnes de classe moyenne à faible revenu, un peu comme si on avait fragilisé la partie du palier qui est juste sur le bord des escaliers qui descendent. Pendant ce temps-là, on tenait un tout autre discours aux gens d'affaires, invités à profiter des opportunités provenant de la forte demande en ressources des pays dits émergents et à forte croissance. On entend parler du BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Aux uns, on a parlé de solidarité, de responsabilité et de limites. Aux autres, on a parlé de liberté et d'enrichissement. On est tout à fait ici dans les 2 poids, 2 mesures. Les efforts et les ressources de qui pour la croissance des revenus et du niveau de vie de qui? Alors maintenant, on fait quoi avec ça? On peut voir que c'est tout l'univers de notre rapport, non seulement à l'argent, mais aussi à ce qui fait une bonne et une dure vie qui est sujet aux doubles mesures. L'argent, c'est comme une capacité qu'on se donne pour se donner accès à de la bonne vie, pour baliser et balancer entre nous ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est un outil pour fonctionner en société. Utilement, ça va déterminer les revenus, des revenus qui vont déterminer à leur tour avec quoi on veut vivre et on peut vivre. Quand la capacité n'est pas la même, ça génère des logiques de vie différentes. On perd des critères communs pour se comprendre. Une image que je pourrais apporter, c'est 2 maisons avec des boîtes électriques de capacités différentes, comme l'amenait une des personnes qui était dans le réseau du collectif, Jean-Pierre Étu, à une certaine époque. Dans une des maisons, le système pète dès qu'on branche quelques appareils en même temps, puis on se demande comment ça, ils sont tout le temps dans le trouble. Puis dans l'autre, ça ne bug pas, puis on ne se rend même pas compte de la consommation d'énergie. Ça rappelle que tout en étant nécessaire dans notre monde actuel, l'argent n'est pas une fin en soi. Il faut venir à se poser une question encore plus fondamentale. Comment faire pour développer du bien vivre ensemble plutôt que de plus en plus de fric pour des plus riches, du trop dur pour des plus pauvres, la non-reconnaissance du doux pour tout le monde, que tout le monde peut produire, puis de la pression très stressante partout. Avancer vers une société sans pauvreté, plus riche pour tout le monde, plus riche de tout son monde, ça suppose des équilibres aménagés dans nos vies personnelles comme dans nos vies collectives, pour que l'aisance ne soit pas toute d'un bord et le dur de l'autre. On peut penser aussi aux luttes des femmes pour gagner en égalité dans tous ces domaines-là. Notre quotidien nous montre à quel point les différences de revenus entre nous sont tabous. On ne fera pas l'exercice de demander à chacun de dire à son voisin son revenu. Ça ne marcherait pas dans la salle. On sait encore moins de choses, en fait, sur les dynamiques de production du doux et d'imposition du dur un peu partout dans les escaliers roulants. Pourtant, ces dénis font le jeu des inégalités. Avez-vous remarqué ces derniers temps à quel point il est plus facile d'augmenter les inégalités que de les réduire? Comment inverser ça? Il est difficile de savoir que des escaliers roulants descendent quand on n'est pas dedans puis qu'on ne les voit pas aller. Il est peut-être plus facile aussi de penser qu'on est bon puis que les autres sont poches quand l'escalier monte avec nous autres. D'où l'importance, pour moi, avec le temps, qu'on sorte du non-dit des escaliers roulants, au moins épisodiquement, pour aller penser ensemble sous l'arbre à palabres, et puis se parler de nos conditions de vie. Il y a ici des enjeux importants. Tout d'abord, décoloniser nos cerveaux.
oser nous poser la question de notre interdépendance et de la sollicitude dans la quête du bien vivre, d'où les boussoles dont on a parlé ici. Ensuite, faire des pas que personne d'autre peut faire à notre place. Nous exercer à vivre en cohérence dans la distribution du fric, la production du doux, le partage du dur dans les milieux où on est. En famille, dans nos milieux de travail, dans nos communautés. Il pourrait suffire de se poser une question. À qui vont le fric, le doux et le dur dans telle situation? Et est-ce que ça fonctionne pour faire une bonne vie ensemble? Mais sinon, comment on change ça? Et enfin, on peut, à plusieurs, développer de l'adhésion à des politiques publiques qui agissent sur ces 3 dimensions. Sur ce dernier point, j'aimerais rappeler un principe de la proposition de loi citoyenne initiale du collectif qui me paraît garder toute sa pertinence. L'amélioration des revenus et des conditions de vie du 5e le plus pauvre de la population passe avant celle du 5e le plus riche. Une société qui ferait ça pendant 10 ans, qui en rendrait compte annuellement dans ses budgets publics, réglerait assez vite la question de la couverture des besoins essentiels. Elle commencerait certainement à changer de cap vers un or comme du monde. Un cap dont on se sentirait partie prenante et pour lequel on aura envie de dire non. Les premiers pas sont à notre portée. Connaître notre position respective dans les escaliers roulants, chercher ensemble ce qui nous rapproche d'une qualité de vie désirée, à la fois pour l'autre et pour soi. Et puis, ma foi, c'est ce que je nous souhaite pour la suite du présent siècle. Merci beaucoup.